tous. Eh bien, je suis contente que vous assistiez à ce débat qui va être vraiment intéressant parce qu'on est au cœur de la problématique. Comment rendre la transition juste? On a bien vu avec divers épisodes, que ce soit les bonnets rouges, les gilets jaunes, les agriculteurs, que c'est difficile de savoir qui va payer et que les plus faibles ont du mal à se projeter dans la transition énergétique. Alors, autour de cette table, eh bien, je vous présente Nguela Alger, qui joue à domicile puisqu'elle est chercheuse à TSE et directrice de recherche au CNRS. Et elle s'intéresse à la biologie de l'évolution, ça veut dire un peu aux motivations des êtres humains. Donc c'est intéressant pour parler de ce sujet. Florent Menegaux, vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est quand même un patron qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, puisqu'il a effectivement pensé qu'il ne fallait pas qu'il y ait des trop gros écarts de salaire et qui est favorable à un salaire maximum. Et Nicolas Joly, qui est là, qui est directeur d'ICAD, c'est à la fois une foncière et un promoteur, et comme ils ont la particularité d'agir sur des quartiers entiers, ils ont les moyens de dessiner la ville de demain. C'est très intéressant. Et puis Alexandre Poidat, qui remplace Cécile Duflot, parce que Cécile Duflot a été happée par les événements. Ce qui se joue en ce moment est quand même considérable. Et vous êtes responsable à la fois du climat et des inégalités chez Oxfam, donc ça tombe bien. Je vais justement commencer par vous. Est-ce que vous pouvez... On va faire un petit tour de table. On sait qu'il y a des inégalités face à la transition énergétique. Je voudrais que chacun d'entre vous dise comment vous la ressentez, comment vous la voyez, comment vous la percevez. Si, voilà. Alexandre. Je le décrirais comme un cercle vicieux. Tout simplement parce que d'un côté, on a en fait un réchauffement climatique qui va accentuer les inégalités, puisque ce sont les personnes les plus vulnérables, notamment dans les pays du Sud, qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique. Et de l'autre côté, on a des inégalités qui vont aggraver le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que si on regarde les chiffres, par exemple, les 1% les plus riches de la planète émettent autant que 66% de la population mondiale. Donc plus on est riche en termes de revenus, plus on va émettre de CO2, c'est logique parce qu'on va avoir plus accès par exemple à des transports qui vont être polluants, par exemple l'avion, des choses comme ça. Et donc on a ce cercle vicieux-là, ce qui explique un peu le déséquilibre. Et la question pour résoudre une transition qui est juste et rétablir un peu un équilibre, c'est comment on va sortir de ce cercle vicieux. Florent Menegaux, comment vous percevez ces inégalités face à la transition énergétique ? Dans toute transition, il y a en fait trois conditions préalables. Il y a une première, c'est est-ce qu'on a une solution? La deuxième, c'est est-ce qu'elle est réalisable? Et la troisième, c'est est-ce qu'elle est acceptable? Et en fait, dans toute la question que vous posez, et que pose cette question de la transition juste, c'est de savoir, finalement, si on est uniquement sur l'acceptabilité, ça n'est pas suffisant. Il faut avoir dégagé les moyens pour être capable d'avoir des solutions. Et puis après, de les réaliser. Et donc, pour pouvoir faire ça, en fait, il faut de l'argent, il faut de l'intelligence, il faut de l'industrie pour passage à l'échelle. Et ensuite, il faut que la solution soit acceptable vis-à-vis des individus qui vont être confrontés à ces solutions. Et donc, et aujourd'hui, on dissocie trop ces trois choses-là. Et chez Michelin, ce qu'on essaie de faire, c'est de réconcilier ces trois choses-là. Donc l'innovation est indispensable, l'argent est indispensable, l'industrie est indispensable, et en même temps, l'acceptabilité est indispensable. Et donc, il faut revoir les modèles sociaux, les modèles d'innovation, la formation. Enfin, il y a plein de conditions associées à ça. Voilà, ce sera acceptable quand il y aura une solution qui sera financée. Et qui sera une solution qui sera découverte, financée, et après, qui derrière permettent à chacun de s'y retrouver, en fait. Nguela Alger, comment vous ressentez ou percevez ces inégalités? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Je voudrais peut-être soulever deux choses. D'une part, c'est qu'il y a des effets dynamiques, en fait. Par exemple, donc le changement climatique, il est là, avec ses canicules, ses pluies diluviennes, les sécheresses. Donc, en fait, ça va avoir un effet sur les prix de l'immobilier. Donc, les maisons qui sont dans des zones très exposées, les prix de ces maisons vont baisser. Et donc, par conséquent, ce sont aussi
les ménages les plus modestes qui vont se retrouver dans des maisons dans les zones les plus exposées. Donc c'est une autre forme d'inégalité qui va s'accentuer avec le temps. Une autre injustice qui me semble aussi important de soulever, c'est au niveau de l'information. En fait, on sait très bien par des études que les gens sont prêts, ils veulent agir, mais en fait, on ne leur donne pas vraiment les informations pour prendre des décisions bien informées. C'est vrai que je peux facilement trouver sur Internet que si je prends ma voiture tous les jours pour aller au travail, je vais émettre 1 tonne de CO2 environ par an, dans mon cas. Mais bon, ça veut dire quoi, 1 tonne de CO2? C'est très abstrait. Je voudrais savoir ce que ça veut dire en forme de la fonte des glaciers ou la biodiversité ou la santé. Donc ça, ce genre d'informations manque. Et on sait très bien que la plupart des gens, enfin, donc des études récentes montrent que les gens croient que leurs actions n'ont pas d'effet réel sur la fonte des glaciers, sur la santé, sur la biodiversité, mais ça, c'est pas vrai. En fait, chaque tonne compte. Donc, je pense que c'est une injustice qui crée un mal-être psychologique. On veut agir, mais on n'a pas les informations. On croit qu'on est impuissant, en fait, et on croit que c'est inutile, et on n'a pas de récompense, si je puis dire. Voilà. Nicolas Joly, vous, comment vous l'apercevez, cette inégalité face à la transition énergétique? Mais pour nous qui contribuons à construire la ville de 2050, que vous expliquiez, effectivement, la transition juste, c'est d'abord de permettre à tous d'avoir accès au logement, tous d'avoir un toit. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans un secteur qui, chez nous, est en crise, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez une baisse importante des constructions, vous avez des serrements au niveau des ménages, pour des raisons sociologiques également. Et puis là où on devrait produire 400 000 logements par an, eh bien on est loin de ce chiffre aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on soit capable d'apporter une réponse à ça. En tant qu'acteur privé de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'engager. Et s'engager pour la transition juste, c'est ne pas renoncer à ces valeurs à un moment où justement on est un secteur en crise. Donc il faut être capable d'être fidèle à nos valeurs qui portent la transformation environnementale, que ce soit sur les questions du carbone, des émissions carbone, la question de la biodiversité, vous le soulignez tout à l'heure. On travaille aussi à l'échelle du quartier, pas uniquement à l'échelle de l'immeuble. Et puis ces convictions, il faut aussi les appliquer à tous. C'est-à-dire qu'il faut traiter tout le monde de la même façon. Donc, quand, comme chez ICAD, on produit 5000 logements par an, environ 30% de logements sociaux, écoutez, il faut que nos logements soient traités de la même façon pour tous. C'est ce qu'on fait sur des projets à l'échelle, comme le village des athlètes, par exemple, on a produit, où on a effectivement une part de logements sociaux qui est important, une part de logements diffus, et on les traite tous de la même façon. On va en parler dans les solutions. C'est vrai que le rôle des bailleurs sociaux est très important dans cette transformation énergétique. Alors, comment on fait? Ça va nous amener à un débat intéressant, puisque d'un côté, il y a les chefs d'entreprise qui mettent l'accent sur l'innovation, la production, le rôle qu'ils ont à jouer, ils veulent une certaine liberté, et les acteurs publics qui, eux, pensent qu'il faut surtout des investissements publics massifs, et les deux sont sûrement pas incompatibles. Bon, Alexandre, dites-nous un peu... Bon, Oxfam a fait de nombreux rapports et pour vous, la chose la plus efficace pour accompagner la transition énergétique, c'est les politiques publiques, c'est les investissements publics. Expliquez-nous quelles sont vos recommandations en cela. Et vous nous raconterez aussi que vous avez fait un rapport qui montre que les entreprises du CAC 40, si on les laissait faire, on aurait 2,7% d'augmentation de la température, tellement ils ne sont pas encore à l'heure de la transition énergétique. On parle globalement, on ne parle pas de vous, Michelin. Hein. Vous n'êtes pas là, les plus mal notés du tout. Alexandre. Oui, en fait, pour comprendre et voir comment on peut répondre et avoir des politiques publiques ou une régulation des entreprises en général, surtout des multinationales, qui va dans le bon sens. J'aime beaucoup cette phrase de l'abbé Pierre qui dit « l'inverse de la misère, ce n'est pas la richesse, l'inverse de la misère, c'est le partage ». Et en fait, là, la question, quand on parle de tout ça d'une situation qui est injuste, c'est de rééquilibrer la balance, donc de partager l'effort. La question est de savoir sur qui repose l'effort aujourd'hui. Et donc on a dit tout à l'heure que les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Dans les 10% les plus riches de la planète, il y a 55% des Français. Donc 55% des Français, globalement la classe moyenne, va devoir changer son mode de consommation, ses modes de consommation. Si on focalise encore un peu plus, si on prend les 20% des Français les plus pauvres,
En fait, ces 20% de Français les plus pauvres, ils sont en situation de précarité de mobilité, de précarité de logement, de précarité énergétique. Donc on ne peut pas leur dire « vous devez payer la facture, c'est sur vous que ça va reposer ». Donc là-dessus, on est obligé d'avoir un État garant de l'intérêt général qui va aider ces ménages à transitionner et à les aider dans leur consommation vers des produits bas carbone et vers un mode de vie bas carbone. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va voir qui a, au-delà de ça, donc c'est important de dire que cette population-là, à l'heure actuelle, quand on met en place par exemple une taxe carbone, on en a parlé dans la table ronde précédente, qui va toucher tout le monde de la même manière, c'est pas vraiment juste. Et c'est ce qui crée les gilets jaunes derrière. Et c'est ce qui crée aussi une forme de rejet de l'écologie, et moi je dirais même qui va contribuer à une montée de l'extrême droite. On est obligé d'en parler dans ce contexte actuel. Et donc, derrière, il faut que l'État puisse garantir à ces ménages les plus précaires, par des aides, avoir accès à des produits bas carbone. Ensuite, la question est qui a plus de responsabilités? On l'a dit, ça va être les ménages les plus riches, où là-dessus, il va falloir avoir une taxe pollueur-payeur, si vous voulez. Si on utilise plus de yachts, de jets, etc., il va falloir un peu plus taxer pour financer les aides aux ménages les plus précaires. Et ensuite, il va y avoir une question de personnes qui ont du pouvoir. Et donc, c'est pas que juste une responsabilité, c'est du pouvoir. C'est-à-dire qu'au-delà de leur personne et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ils peuvent agir en faveur de l'ensemble de la société. Et c'est là où on va se tourner vers les dirigeants de grandes entreprises. Avec beaucoup de bienveillance, en leur disant vous avez du pouvoir de changer beaucoup de choses. Et donc là-dessus, effectivement, si on regarde le partage de la valeur ajoutée, je parlais de partage tout à l'heure, la question c'est vraiment le partage. Mais le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises, l'année dernière, le CAC 40, 80% des bénéfices du CAC 40 a été reversé aux actionnaires. C'est très bien que des actionnaires touchent des bénéfices des entreprises, c'est totalement normal. Mais je voulais juste citer Nicolas Sarkozy, je ne crois pas anticapitaliste, qui disait déjà en 2008, il faut 1/3 de bénéfices, 1/3 d'investissement, 1/3 de primes aux salariés. Et c'est là-dessus où je trouve qu'il y aurait une manne d'argent intéressante de se dire si on passait de 80% des bénéfices du CAC 40 plutôt à 30% et que le reste était réinvesti dans la transition écologique interne des entreprises, alors là, grâce à ce partage de la valeur, grâce à une meilleure répartition, on pourra avoir beaucoup plus d'investissements dans la transition écologique et une économie et un modèle économique qui est compatible avec les limites planétaires. Alexandre, on continuera, mais c'est intéressant de faire réagir Florent Menegaux à cette remarque que vous faites sur la redistribution des bénéfices et le faible investissement dans la transition énergétique des entreprises du CAC 40. Florent Menegaux. Oui, en fait, plusieurs remarques. La première, c'est dans la question du bien commun, si on ne regarde que la France, on n'a qu'une vision très partielle du sujet. En fait, aujourd'hui, quand vous avez presque 1 milliard d'habitants qui vivent avec moins de 2,5 $ par jour, et quand vous avez plus de 2 milliards d'habitants qui vivent avec moins de 5 $ par jour, la question de l'écologie, elle se pose complètement différemment. C'est-à-dire que derrière, le sujet, c'est bien d'aller aider, et ces personnes-là polluent en fait globalement beaucoup plus, proportionnellement, que les pays mûrs. En nombre. Et donc, malheureusement, ce sujet-là, il faut le prendre à une échelle beaucoup plus large. La deuxième remarque que je voulais faire, effectivement, sur la répartition de la richesse, oui, aujourd'hui, nous avons une société dans laquelle le capital, en fait, structurellement, est mieux rémunéré que le travail. Ça pose un autre problème, ce qui fait qu'en fait, les individus qui travaillent ne peuvent plus se projeter. Ce qui a permis le progrès et ce qui a permis l'innovation, ce qui a permis l'industrialisation, etc., c'est que les travailleurs, ceux qui étaient touchés à un salaire, étaient dans une notion de progrès. Et en fait, une très bonne formule, ils étaient dans le monde et pas contre le monde. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, on les a, en fait, de fait, on les exclut parce que derrière, ils n'ont plus l'impression de fabriquer le monde dans lequel, de participer à la construction du monde dans lequel ils existent. Et donc derrière, on a ce dilemme-là. Alors par contre, là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec, mais c'est normal, hein, ce que vous dites, c'est que il y a toujours beaucoup de confusion autour de la répartition de la valeur. En fait, si vous partez du bénéfice, le problème, c'est que la plupart des primes versées aux salariés sont prélevées avant le bénéfice et que le dividende, il est versé après le bénéfice. Et donc, derrière,
toujours beaucoup de confusion dans comment on attribue la valeur. Sur l'investissement dans la transition énergétique par rapport à la somme reversée aux actionnaires. Voilà, c'est pareil. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand Michelin travaille sur des presses de cuisson électriques, ce qui permet de diviser par 7 la quantité d'énergie pour cuire un pneu. Ça, c'est directement attribuable à de la transition écologique ou climatique. Mais si Michelin fait un pneu qui dure 20% de plus que tous les autres pneus, qui permet d'économiser 5% de carburant, ça n'est pas taxé, ça n'est pas comptabilisé. Qualifié, voilà, comptabilisé dans la transition. Or, il y a un impact climatique et écologique bien supérieur. Puisque quand on prend nos émissions, 95% de nos émissions sont liées à l'usage qui est fait de nos pneus. Et l'usage qui est fait de nos pneus, ce n'est pas nous qui le maîtrisons, c'est tous les usagers. Par contre, en termes de climat, si tout le monde était équipé en pneus Michelin, sur Terre, il faudrait en fabriquer 250 millions de moins pour faire le même kilométrage, la même fonctionnalité. On aurait besoin de beaucoup moins de pneus pour faire la même chose. Donc en fait, la difficulté, c'est un sujet très complexe, hein, la difficulté c'est qu'aujourd'hui on mélange tout, alors qu'en fait ce sont des sujets qui sont interconnectés, interdépendants, et que si par exemple vous ne rémunérez pas le capital correctement, ben derrière, il n'y aura plus de capital et donc vous ne pourrez rien financer. Non, mais vous qui avez émis des propositions en termes de salaire maximum, vous pouvez considérer aussi qu'on peut attendre des entreprises du CAC 40 un plus gros effort en matière de transition énergétique. Ça dépend évidemment des entreprises. On commence à avoir des chiffres, on commence à avoir des marqueurs, mais il y a des mauvais élèves aussi. Moi, je ne connais que Michelin, donc chez Michelin, on travaille beaucoup là-dessus. Nicolas Joly, il y a une chose qui m'a intéressée quand on a préparé ce débat, c'est ce que vous faites par exemple en Seine-Saint-Denis, là, le village olympique qui va se transformer en logement. Et je vous demandais si vous ils utilisent des nouveaux matériaux, du bois, de la paille, de la terre cuite, enfin des trucs incroyables. Et puis vous faites de la géothermie, enfin c'est des bâtiments extraordinaires. Et je me demandais si c'était pas réservé à une petite élite, même si c'est en Seine-Saint-Denis. Et vous m'avez expliqué que il y avait le rôle des bailleurs sociaux. Et que la difficulté, c'est effectivement qu'il fallait enclencher la machine pour que ces matériaux deviennent moins chers, parce que pour le moment, ils ne sont pas produits en grande quantité. Expliquez-nous un peu comment petit à petit, ces solutions vont être accessibles au plus grand nombre. Oui, tout à fait. Et puis ça permettra de donner un éclairage, de montrer que nous, entreprises privées qui construisons la ville de demain, c'est possible de mettre ces sujets-là au cœur du modèle et pas de les traiter en périphérie. Évidemment, par construction, on est dans un environnement réglementaire qui nous pousse à aller, et c'est une contrainte, mais c'est une bonne chose, à adresser davantage ces enjeux-là, notamment si on parle de zéro artificialisation nette, ça nous pousse, nous, à nous réinventer. Mais après, une fois qu'on a ce terrain de jeu, on peut aussi faire le choix d'aller plus loin. On en parlait dans notre entretien, effectivement, on fait le choix d'avoir 2 ans d'avance sur la réglementation quand on dépose des permis de construire, pour aller chercher ces innovations-là et le mettre au cœur du modèle. Et donc typiquement, ça c'est le volet conviction, il faut adresser cet enjeu de transformation environnementale, et il ne faut pas que ce soit réservé à une partie, au diffus, au privé, au libre. Il faut qu'on l'adresse largement pour tout le monde. Et le village des athlètes, c'est effectivement un bon exemple. Parce que sur le quartier des Quinconces qu'on développe, vous avez 13 bâtiments, vous avez un futur bâtiment de bureau, mais sur les 12 bâtiments, vous avez 7 bâtiments qui sont dédiés au logement social et 5 au libre. Et effectivement, ils sont traités de la même façon. Ils sont traités de la même façon, c'est-à-dire que tous bénéficieront, je dirais, de ces innovations-là. Vous avez même des innovations de rupture. On a un bâtiment qui est le bâtiment cycle. On va encore plus loin dans le recyclage des eaux usées, des eaux grises, des eaux noires, etc. Donc, et c'est un bâtiment de logement social. C'est-à-dire qu'on ne réserve pas les innovations. Là, vous avez touché des aides. Voilà. Ça montre quand même que sur des points précis, pour avancer, l'intervention publique et les aides plus à accélérer le processus. Il y a plusieurs clés. Effectivement, il faut l'intervention des pouvoirs publics pour à la fois avoir des aides et puis ensuite passer à l'échelle.
vous le disiez, évidemment, sur des sujets comme ça, c'est les premières fois qu'on innove, on est allé chercher un certain nombre d'ATEX. Bon, ça coûte toujours un peu plus quand on commence à innover. L'enjeu de passer à l'échelle, ensuite, vous avez des effets d'échelle, vous pouvez réduire les coûts, et c'est ça l'enjeu derrière, et c'est là aussi où on peut avoir un appui des pouvoirs publics. Mais ce qu'il faut aussi, c'est pas être le seul à avancer, et c'est ce qu'on a eu la chance de pouvoir faire au Village des Athlètes, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec tout l'écosystème, on a fait avec nos partenaires de Saint-Gobain, par exemple, qui ont déposé un certain nombre d'innovations. Quand l'ensemble de l'écosystème se met en marche, demain, on est capable de tous changer. Et donc, cette innovation, elle ne doit pas être portée seule, chacun dans sa ligne d'eau, mais ça doit être un mouvement collectif. Et c'est pour ça qu'il faut aussi y associer le monde académique. Ce qu'on fait, on crée une chaire sur la transition foncière, sur la filière bois, etc. et se donner des objectifs. Vous travaillez avec des startups qui peuvent trouver des solutions. Ingela Alger-Lou, vous allez nous raconter une chose aussi intéressante, c'est comment, d'une certaine manière, les riches peuvent aider les moins aisés à la transition. C'est le transport en commun, avec le transport gratuit. C'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, je vais revenir un petit peu donc sur l'importance de donner envie aux gens, l'acceptabilité qui a été évoquée tout à l'heure. Donc en fait, il y a des études récentes qui montrent que la plupart des gens veulent agir, notamment une étude récente publiée cette année dans 125 pays montre que 70% des personnes interrogées seraient prêtes à donner 1% de leurs revenus pour soutenir des actions qui freineraient le changement climatique. Bon, après, il faut bien sûr transformer cette envie de contribuer en action réelle. Et alors là, donc, d'autres études montrent que les gens veulent bien contribuer seulement si les autres le font aussi. Notamment, il y a une multitude d'études qui montrent qui étudient la consommation d'électricité, la consommation d'eau, que si on donne l'information de ce que font les voisins, quelle est la consommation des voisins, en fait, les bons élèves vont avoir tendance à augmenter leur consommation quand ils se rendent compte qu'ils sont les bons élèves. Donc voilà, on veut bien faire des sacrifices, mais il faut que les autres le fassent aussi. Étant donné les inégalités donc, entre riches et pauvres en termes d'une part de émissions CO2 et en termes de pouvoir de se protéger, il me semble assez naturel qu'effectivement les plus riches devraient montrer le pas, montrer l'exemple. Alors prenons ce chiffre de 1%, que les gens sont prêts à mettre 1%. Si on prend, là je vais parler uniquement des 10 personnes les plus riches de France, d'accord, en 10 personnes, et si on ponctionnait 0,5% de leur richesse, donc si j'ai bien fait le calcul d'après le budget de la SNCF, de la RATP, ceci permettrait de rendre les transports en commun gratuits pour tous les usagers d'Île-de-France pendant 1 an. Et je pense que ces 0,5% ponctionnés, je ne suis pas sûre qu'ils remarqueraient même cette diminution de leur fortune. Voilà, donc ça c'est un exemple de comment les riches pourraient montrer le chemin, et je pense qu'à l'instar des millionnaires patriotes, vous connaissez certainement les millionnaires patriotes qui signent des pétitions pour que les États imposent davantage d'impôts sur leurs revenus ou sur leur fortune. Alors je suis persuadée que les personnes les plus riches seraient fières de pouvoir contribuer ainsi à montrer comment on peut faire pour rendre la transition plus juste. Ingela, en un mot, en nous parlant par exemple, je crois que c'est de Montpellier, parce que certains remettent en cause l'idée même du transport gratuit, de son efficacité ou de sa nécessité, ou même de sa pertinence. Expliquez-nous comment le transport gratuit, ça marche. Et c'est vraiment une bonne contribution à la lutte contre le changement climatique. Les pratiques, enfin l'usage des transports en commun grimpe de manière incroyable en cas de gratuité. Et effectivement, donc les transports en commun augmentent, l'utilisation augmente. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête là, mais effectivement, c'est le cas. On a aussi vu le cas de l'Allemagne, par exemple, l'année dernière, qui a mis en place des prix très bas pour prendre le train. Et il y a eu une augmentation massive de l'utilisation de transport par train ferroviaire l'année dernière en Allemagne. Donc ça a tout à fait un effet. C'est ce que les économistes, on le sait bien. À Dunkerque, ça a augmenté de 80%. D'accord, 80%.
Bravo. Et donc les prix ont un effet, c'est sûr. Donc non seulement sur l'utilisation, mais là, je pense qu'aussi il y aura un effet positif sur l'acceptabilité. Voilà, je pense que les plus modestes qui émettent le moins de CO2, ils ont quand même besoin de sentir que les riches font une part importante et qui doivent faire des sacrifices importants pour qu'on ait tous envie d'y aller. Merci. On va bientôt passer à la question, mais je voudrais revenir vers vous, Florent Ménégo, parce que ce qui est important, d'après vous, c'est de laisser une certaine liberté à l'entreprise pour innover, pas l'enfermer dans des normes, des obligations à court terme, un peu ce que font les Américains. Expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de cette liberté pour innover. Parce que quand vous êtes, la réglementation est sur le comment, sur une technologie, en fait, vous enfermez les solutions dans cette technologie. Alors que l'innovation, c'est justement un autre regard sur le monde et les ruptures sont toujours à des endroits totalement inattendus. Et donc, ce qui est important, c'est de dire quel est l'objectif visé, d'avoir des réglementations qui encadrent les règles du jeu, parce que derrière, quand vous avez un jeu concurrentiel qui n'est pas appliqué correctement, derrière, c'est le bazar. Mais d'ailleurs, dans votre vie personnelle, quand vous jouez à un jeu, c'est vraiment énervant quand vous jouez et que quelqu'un ne respecte pas les règles du jeu. Parce que derrière, vous avez l'impression que assez vite, ça se termine très mal, d'ailleurs. Dans le sport. Dans le sport. Mais dans le business, c'est pareil. Et les autorités qui font les réglementations ne sont pas compétentes pour déterminer qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, dans l'entreprise, les entreprises sont les seules à pouvoir définir quelles technologies vont pouvoir réussir. Et puis, l'autre élément important, c'est que les entreprises, elles ont une obligation de résultat. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'elles transforment. Une innovation, c'est une création qui trouve un marché. Et ce n'est pas les autorités politiques qui vont pouvoir le faire. Les autorités politiques, ce qu'elles peuvent faire, c'est l'amorçage. Elles peuvent aider au moment de la découverte pour aider des moments toujours un peu délicats, de savoir est-ce que le marché va accepter ou pas accepter au moment de l'innovation, créer des marchés d'amorçage, mais surtout pas se mêler du comment. Et aujourd'hui, la tentation, notamment en Europe, c'est beaucoup trop de réglementer le comment, par exemple les véhicules électriques, plutôt que de dire non mais il nous faut des véhicules qui consomment moins de 40 grammes de CO2 par an. Et puis après, débrouillez-vous. Nous, ce qu'on veut, c'est 40 grammes. Après, laissez le marché, les industriels, définir quelles sont les technologies qui seront applicables. J'étais hier en train de visiter nos équipes, nos labos de recherche, et j'ai vu des trucs mais incroyables, auxquels qui paraissent totalement impossibles à imaginer même, et que nos laborantins là sont en train de rendre possible. Et donc derrière, par contre, si vous réglementez en disant voilà, c'est exactement ça que je veux comme technologie, ben derrière, vous allez cantonner la solution à cette technologie. Dernier exemple, c'est au début du siècle dernier, tout le monde disait l'automobile, ça ne marchera jamais. Il y avait pas mal de gens qui disaient ça ne marchera jamais. Ben, on aurait perfectionné les chevaux. Si on avait dit, si on avait réglementé sur le cheval doit être comme ci, comme ça, et puis en disant la mobilité, c'est que du cheval, ben derrière, on aurait des chevaux. Certainement très performants, hein, mais on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Donc derrière, il faut vraiment sortir de cette idée de réglementer le comment. Alors, dernier élément, peut-être, c'est aussi, trop souvent, on réglemente parce qu'il y a des personnes qui font n'importe quoi. Les êtres humains, individuellement ou collectif, il y en a certains, de temps en temps, qui font n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez réglementer. C'est pas parce qu'il y a 20% de déviants qu'il faut... Voilà. C'est pas parce qu'il y en a une partie qui font n'importe quoi que derrière, on doit faire une règle pour traiter cette partie qui fait n'importe quoi, alors que tout le reste, ça très bien. Vous pouvez poser vos questions. Il y en a une là qui est très intéressante qu'on va poser à Nicolas Joly. Doit-on vraiment continuer de bétonner la France? Ne peut-on pas plutôt rénover l'existant? C'est exactement ce que vous essayez de faire, non? Vous désartificialisez des parcelles pour faire des jardins. Oui, alors effectivement, et là, on parlait de terrain de jeu. Là, je pense que réglementairement, le terrain de jeu avec le zéro artificialisation nette, c'est exactement ça. Il donne le cadre du terrain de jeu, charge à nous d'innover au sein de ce terrain de jeu pour se fixer des objectifs, comme on fait, nous, à 2030. On veut, par exemple, qu'au moins un tiers de nos opérations
soit de la restructuration de l'existant, complètement. Et ensuite, on va aller encore plus loin. Donc, il faut avoir en tête que 80% de la ville de 2050, elle est déjà construite. Elle est là, elle est autour de nous, sur nos pieds. Donc, il faut, nous, se réinventer pour être capable de changer ça, parfois changer les usages. Beaucoup parlaient de transformer des bureaux en logements ou en autre chose. C'est tout à fait les choses qu'on adresse. Donc oui, il faut rénover, il faut restructurer, il faut transformer, il faut réhabiliter. Ça nous impose, nous, de nous réinventer. Ce sont des expertises différentes, mais il faut se fixer des objectifs clairs pour faire ça. Et le point que vous soulignez, c'est qu'au-delà de travailler l'existant, on peut aussi désartificialiser. Et c'est ce qu'on fait quand on travaille à l'échelle du quartier, sur des sujets de biodiversité, qui est vraiment, de notre point de vue, le deuxième thème qui est à mettre au même niveau que le carbone. La biodiversité, c'est un sujet qu'on est capable d'adresser à l'échelle du quartier. On va renaturer des espaces, c'est-à-dire on va désartificialiser, on va essayer de ramener de la nature, des îlots de fraîcheur, des forêts urbaines. Vous parliez de Saint-Denis, Aubervilliers dans notre parc. On a recréé 1,5 hectare de forêt urbaine. 1,5 hectare quand même. Hein. Voilà. Mais ça, vous pouvez le faire quand vous travaillez à l'échelle d'une 50aine d'hectares sur un territoire. Donc ça, c'est un enjeu clé. On a un autre enjeu clé là-dessus, c'est d'être capable de mesurer aussi. Parce que quand vous êtes une entreprise que vous devez démontrer, pour mettre ça au cœur du modèle, vous devez vous fixer des objectifs. Et donc pour avoir des objectifs, il faut être capable de mesurer. On est capable de le faire aujourd'hui sur le carbone, d'avoir une trajectoire 1,5 degré, de mesurer notre empreinte carbone. Un de nos enjeux pour nous sur la biodiversité, c'est d'avoir ces outils qui vont nous permettre justement de mesurer ça. Donc oui, effectivement, il faut s'occuper de l'existant, il faut retraiter l'existant et il faut le raisonner à l'échelle du quartier, du territoire pour renaturer. Une autre question, alors, est très d'actualité. Au niveau politique, la transition écologique est-elle transpartisane? Bon, je vais demander à notre expert de répondre. Alexandre, bon, c'est pas une conviction qui est également partagée. Non. Ouais, très clairement, je ne vois pas la partie de transition écologique dans le programme du Rassemblement national, par exemple. Donc, au contraire, on a plutôt une régression sur, par exemple, un souhait de démantèlement des énergies renouvelables, etc. Donc, la réponse est assez claire. Ensuite, se joue avec la majorité présidentielle ou la gauche de vision qui sont un peu différentes, qui est que dans la majorité présidentielle, on a plutôt tendance à dire on va inciter plutôt qu'à réguler, et à la gauche, ça avait plutôt tendance à dire il faut réguler. Et donc ça revient un peu à la question qu'on avait avant. J'essaye de résumer en étant un peu... Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs je vais vous continuer sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours de nos deux chefs d'entreprise là qui sont plutôt parmi les vertueux, hein, qui ont pas mal d'initiatives? Est-ce que, voilà, Oxman est plutôt sur la régulation. Tout à fait. Et on voit que nos chefs d'entreprise ils demandent une certaine liberté. Ils ne sont pas contre des objectifs, ils ne sont pas contre des règles du jeu, mais il ne faut pas trop non plus les contraindre à court terme. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat-là ? Oui, la vision, c'est un peu un rééquilibrage entre l'État et le marché. Moi, je vois un peu l'État comme un espèce de gendarme qui va dire voici les limites, et je crois que vous l'avez évoqué, dans lequel le marché, les entreprises peuvent innover, etc. Ce qu'on constate à l'heure actuelle et ce qu'on demande nous, c'est d'avoir beaucoup plus de régulation effectivement et de beaucoup plus encadrer ces règles du jeu. Et donc je reviens à l'échange qu'on avait sur la partage de la valeur ajoutée parce que ça me semble vraiment le cœur du sujet, qui est de dire parce que où se trouve l'argent aujourd'hui, et je pense que ça va être une des dernières questions, où se trouve, sur qui doit reposer l'effort, qui doit faire un peu des sacrifices. Ce que disait Pisani-Ferry ce matin. Exactement, tout à fait. Et donc c'est là où sur le consommateur, bien sûr que les consommateurs doivent faire des efforts, on en a parlé, etc. Mais on l'a dit, pour les plus précaires, il va falloir avoir des aides de l'État. Je prends juste un exemple qui va parler à Monsieur Joly, c'est que si on veut rénover son bâtiment aujourd'hui, qu'on a un Français moyen, ça va nous coûter 1 an de revenus. Si on est dans les 10% les plus pauvres, ça va nous coûter 10 ans de revenus. C'est impossible à financer. Donc on est obligé d'avoir des aides de l'État. Ou sur les transports en commun, comme vous l'avez évoqué. Donc ceci étant dit, désormais, où se concentre la richesse? C'est pour ça que j'ai partage de la valeur, parce que là, on peut voir que qui profite à l'heure actuelle et qui va bien dans le système,
on entend des super profits, des super dividendes. Et c'est là de dire, si on répartit mieux les choses, je pense vraiment que pour l'innovation, vous avez évoqué l'innovation, totalement pour l'innovation, et ça vient des entreprises avant tout. Même si l'État peut aussi investir, ça vient beaucoup des entreprises. Mais pour cela, il faut investir, et je pense qu'on va être d'accord là-dessus. La question et le rapport que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que à l'heure actuelle, les entreprises du CAC 40, je me concentre sur elles, et je ne parle pas des PME, TPE, etc., qui font un effort énorme, mais je me concentre où il y a beaucoup d'argent et de pouvoir, c'est que ces entreprises-là, elles investissent 2 fois moins dans la transition écologique qu'elles devraient. C'est-à-dire qu'elles pourraient totalement être alignées à 1,5 degré, mais il faudrait doubler leurs investissements. Et donc pour doubler leurs investissements, il faut faire des choix. Et le choix, c'est effectivement de dire, on peut très bien mieux répartir la valeur et dire, il suffirait juste de prendre 33% des versements aux actionnaires l'année dernière du CAC 40, juste 33%. Donc il resterait encore beaucoup aux actionnaires, il resterait 40%. Ça permettrait au CAC 40 d'être 1,5 degré, d'avoir des investissements qui sont 1,5 degré. Donc vous voyez bien que là... Ça, c'est des masses, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul, etc. Florent Menegaux, pour avoir une transition juste, vous me donniez l'exemple de votre pneu hiver, qui finalement profite aux plus modestes. Racontez-nous. Alors, en fait, je vais juste faire une réflexion. C'est comme dans la cuisine, en fait. Tout est une question de proportion. Et la différence entre la bonne cuisine et puis des choses strictement alimentaires, souvent ce sont les mêmes ingrédients, mais ils sont agencés différemment. Et c'est pareil sur la transition. De mon point de vue, il faut faire très attention à ne pas avoir une seule recette, parce qu'on arrivera à un plat qui, à mon avis, peut être moins bon. Alors... Ça. Oui, ça dépend des secteurs. Ce sont des sujets très, très complexes. Alors, pour revenir, oui, typiquement, donc, traditionnellement, dans les pays notamment hivernalisés, on n'avait pas de technologie qui permettait à un pneu été de rouler dans des conditions sûres, dans les conditions acceptables en hiver. On l'a vu notamment il y a quelques années, lorsqu'il y avait 2 cm de neige, tout d'un coup, pouf, la France s'arrête parce que les voitures ne peuvent plus circuler, ou les camions. Et donc on a, nous, développé une nouvelle génération de pneumatiques qui fait exactement ce que fait un pneu en été, mais qui marche en hiver. Et donc, du coup, vous n'avez plus à remplacer les pneus. Et avant, il vous fallait 2 pneus pour faire la même chose. J'en ai acheté. Voilà, des cross climate, je vous conseille ça. Ça marche très bien tout le temps. Et vous n'êtes plus embêté par cette question de est-ce que je vais passer en hiver ou pas. Et ça marche très bien en été. Parce que ce qui se passait auparavant, c'est que les pneus hiver fonctionnent mal en été. Mais racontez-nous comment c'est accessible maintenant à tous. Parce que vous en avez produit des... Oui, alors après, on est passé à l'échelle. Parce que pour arriver, il faut avoir l'invention, puis après, derrière, il faut le mettre à l'échelle pour que ça soit rendu disponible à un coût acceptable. Et là, sur l'acceptabilité, c'est qu'il faut que ça soit à un prix qui soit à peu près cohérent. Et donc aujourd'hui, ce pneumatique, il est 10% plus cher que l'équivalent pneu été, sauf que vous n'avez plus à le changer. Et donc en fait, en coût d'usage, il est beaucoup moins cher. Mais il faut le produire à des millions d'exemplaires. Et pour le produire à des millions d'exemplaires, ça c'est toute une aventure industrielle très importante. Et ça nous a réclamé énormément d'investissements. Et en faisant ça, aujourd'hui ça n'est pas compté dans la transition écologique, et pourtant c'est un pneumatique qui permet qui a un bien meilleur usage, bien mesuré usage de la matière. Qu'un jeu de pneus et pas 2, donc on pollue moins la planète. Voilà, mais le passage à l'échelle, c'est un de nos gros sujets. Et les grandes entreprises sont indispensables pour le passage à l'échelle. La grande difficulté des startups, c'est le passage à l'échelle. Et en général, sans grande entreprise, les startups meurent parce qu'elles n'arrivent pas à passer à l'échelle. Et donc en fait, je terminais sur... on oppose souvent le public et le privé, on oppose souvent les petits et les grands, et en fait... Tout le monde travaille ensemble. Tout le monde doit travailler ensemble. On va revenir sur les startups avec Nicolas Joly, j'ai des questions à lui poser, puis on va aussi parler de la taxe carbone, mais je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur sur les règles du jeu, puisqu'on est aussi un peu sur les règles du jeu. Si vous trouvez absurde que finalement on ait laissé pendant des années les pneus chinois venir en Europe sans taxe, moyennant quoi vous avez fermé des pneus de camion, vous avez fermé 5 usines. Donc c'est bien la transition énergétique, c'est bien de vouloir aussi être accessible à tous. On a fait venir des pneus qui étaient moins chers, mais du coup ça a des répercussions sociales qui sont peut-être encore plus nocives que si on n'avait pas
importer des pneus moins chers. Vous voyez ce que... voilà. Oui, et en fait, c'est pas que des pneus moins chers, c'est des pneus beaucoup moins performants qui sont proposés à un prix qui est plus bas. Donc à l'entrée, ça paraît Ils attractif, polluent plus, donc. mais qui en fait sont écologiquement désastreux. Et donc, mais ça, derrière, c'est une question... quand on parle de règles du jeu, c'est de définir quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et l'objectif, ce n'est pas uniquement un objectif de taxation, parce que ça peut être facilement contourné, c'est plus un objectif de performance à atteindre. Mais c'est vrai que dans les pneus poids lourds, ce qui s'est passé en 10 ans, c'est que nous avons perdu 15 points de part de marché, et pas que Michelin. Tous les manufacturiers premium qui produisaient en Europe ont perdu 15 points de part de marché. Et au profit de pneumatiques qui venaient d'autres parties du monde, plutôt vers l'Est. Et puis ça, c'est terminé. C'est parti. Et on a laissé se constituer des surcapacités massives d'un côté, dans des conditions fiscales, sociales, économiques complètement différentes de celles qui s'imposent à nous quand on produit en Europe. La conséquence de ça, c'est effectivement, on n'a pas d'autre choix de dire on ne peut plus exporter à partir de l'Europe, on a perdu des parts de marché, et derrière, on a de la surcapacité qu'il faut bien adresser. Et donc, effectivement, ça se traduit par des pertes d'emplois et des décisions qui sont très difficiles. Une question qui rejoint un peu qui paye et qui, évidemment, la transition juste. Comment l'État en difficulté financière peut-il financer des aides d'État en plus? Que pensez-vous du niveau de taxation comparé à la France avec les autres pays? Ça m'amène à votre sujet qui est la taxe carbone. Les Français en ont un très mauvais souvenir. Ça a conduit à pas mal de blocages. Expliquez-nous, la taxe carbone, c'est pas seulement la taxe pour les routiers sur les autoroutes. Donc, la taxe carbone, elle est déjà là en fait. Et je pense qu'il est important de voir que l'idée, c'est pas de punir la consommation. L'idée, c'est de réorienter les choix des consommateurs en rendant les produits qui émettent davantage de CO2 plus chers relativement aux produits qui émettent moins de CO2. Donc, par exemple, les kiwis importés de Nouvelle-Zélande sont plus chers. Donc la taxe carbone sur les kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande est plus élevée que la taxe carbone sur les kiwis produits en France parce que ça implique un transport, donc un CO2. Donc c'est de réorienter les choix. Mais effectivement, il y a un gros problème avec la taxe carbone, c'est qu'elle est inégalitaire. Donc on a eu les chèques énergie, on pourrait avoir les chèques carbone. En fait, on pourrait avoir... utiliser les fonds récoltés. Il y a une usine à gaz. Oui, mais en même temps, ça permet vraiment de compenser le manque de pouvoir d'achat des plus modestes. Mais je pense qu'il y a un autre problème aussi avec la taxe carbone, c'est qu'elle rend, en fait, elle sanctionne moralement quelque part les émissions de 25 tonnes, donc les plus riches en France qui émettent 25 tonnes de CO2 par an. 4 ou 5 fois plus que les plus modestes. Donc il suffit pour les plus riches, on va dire, de payer un petit peu plus cher leurs produits, les biens et les services de consommation. Donc voilà, l'État envoie le signal que ce n'est pas vraiment très problématique de continuer à faire ça. Je voudrais prendre l'exemple de la Finlande. Quand en Finlande, il n'est pas rare de lire dans les journaux qu'un tel ou tel PDG a dû payer 100 000 euros en amende pour un simple excès de vitesse. Pourquoi? Parce qu'en Finlande, les amendes sont proportionnelles aux revenus, en fait. Alors que la taxe carbone, telle qu'elle est pensée maintenant, elle est pareille pour tout le monde. Donc on pourrait peut-être aussi penser à comment rendre la taxe carbone aussi un peu plus égalitaire, plus proportionnelle aux revenus, aux richesses. Bon, ça ne répond pas à la question, mais qui est très, très complexe. La question aussi qui est posée tout à l'heure, est-ce que l'État a encore de l'argent? Vous aviez répondu tout à l'heure en expliquant que finalement, où était l'argent? C'était dans les entreprises avec les super profits. Que effectivement, les 60 milliards dont on parlait ce matin et vous parliez tout à l'heure, qui sont nécessaires à la transition énergétique, c'est vrai que là, le budget actuel ne permet pas de les dégager. Donc, c'était votre réponse tout à l'heure, il faut trouver des ressources ailleurs. Alors peut-être un peu la taxe carbone, peut-être les super profits, d'autres idées? Très rapidement, parce que ça rejoint ce que disait Ingela tout à l'heure, et qui a été dit aussi, c'était la question, c'est mais est-ce que si on taxe en France,
Du coup, Ouais, vous savez, ouais. ça va partir, etc. Il y a une initiative à l'heure actuelle au sein du G20 pour taxer les milliardaires à 2% au niveau mondial, que la France a soutenu, que le Brésil, qui a la présidence du G20, soutient. Ce serait très intéressant. L'augmentation de la richesse des milliardaires depuis 30 ans, chaque année, je dis bien chaque année, est de 7%. On prendrait 2%. Et ce serait des milliards d'euros qui pourraient financer les recettes des États, y compris aller vers les pays du Sud pour aider la transition, par exemple, ou pour les ménages les plus précaires en France. Tout à fait d'accord avec cette idée. Par contre, sur la question de la France a un train de vie beaucoup trop élevé. Si la France était une entreprise, ça n'irait pas du tout. C'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, les charges portées par l'État vont pas du tout. Mais ça n'a rien à voir, parce que derrière, par contre, le coût du travail, et c'est pas le salaire, c'est le coût du travail en France, il n'est pas compétitif en Europe et dans le monde. Et donc derrière, ça pose d'autres problèmes, l'emploi, etc. Mais une des questions, c'est parce qu'on prélève trop de taxes, et on prélève trop de taxes parce qu'on a un train de vie qui est beaucoup trop élevé, qui n'est pas du tout adapté à ce qu'on a besoin de faire. Et donc, avant de se poser la question, est-ce que on pourrait dépenser plus, il faudrait essayer de voir comment on fait pour économiser de l'argent pour pouvoir générer des ressources. Penser autrement peut-être. Autrement. On arrive à la fin de ce débat, mais je voudrais que vous nous parliez de votre expérience avec les startups, parce que ce qui est intéressant, comme vous le disiez, il faut un écosystème où tout le monde travaille ensemble. Et vous, non seulement vous recrutez des startups qui vous proposent des trucs incroyables, de l'isolement avec de la paille, des murs en terre cuite, enfin un truc, et puis des trucs plus sophistiqués, mais c'est que vous leur donnez accès à un marché. C'est ça le plus important. Expliquez-nous. C'est justement ce que vous disiez, la difficulté pour les startups, c'est de sortir et d'arriver à trouver un marché. C'est ce que vous faites, et ça sera notre conclusion un peu optimiste. Oui, tout à fait, ça fait écho à ce que disait Florent Ménégo. Je pense que le sujet de passer à l'échelle, c'est la clé pour toute entreprise. On parlait du village des athlètes, ce qui est intéressant, c'est un quartier, et c'est pas un immeuble, un test. Et pour les startups, c'est la même chose. La manière dont on le fait, là, ça fait 6 ans qu'on le fait, on lance notre 6e saison là. On veut accompagner très tôt des startups qui sont sur des sujets stratégiques pour nous, le bas carbone, la biodiversité, les nouveaux usages. Donc on les aide à se lancer, on met un ticket pour les accompagner, mais surtout on vient les nourrir en business. C'est ça qui est important. Vous parliez de la terre crue par exemple, c'est une start-up Terrio dans laquelle justement on vient de remettre un ticket aux côtés d'un industriel et on les nourrit en projet. On a un projet avec eux à Bellecombe, à Lyon, et puis surtout ils vont aussi se nourrir chez des confrères. On n'est pas dans une logique d'exclusivité. Il faut faire évoluer l'écosystème et on est très content de voir ces startups se développer. On en a 16 maintenant aujourd'hui. Donc effectivement, il y a des nouveaux matériaux. Vous avez aussi d'autres sujets. On parlait de la biodiversité, des startups qui utilisent l'intelligence artificielle pour nous donner des indicateurs qui sont le vrai sujet sur la biodiversité. On a des startups sur le recyclage de l'eau aussi, Vertuo, qui est un vrai sujet. Donc, voilà, je pense que l'enjeu, c'est comment nous, entreprises, on est capable de susciter l'innovation avec un accès direct au business. C'est ça qui est clé. Et puis, on peut aussi innover au-delà des matériaux, dans des montages, pour faire écho à ce que disait Ingela sur la tonne de carbone évitée, c'est quand même le bien commun, malgré tout. Donc, comment on peut réfléchir à des startups sur comment on peut financiariser d'une manière ou d'une autre cette tonne de carbone, comment sur nos projets on peut imaginer ça. On a un projet à Bordeaux où en s'appuyant sur des habitudes du secteur immobilier, avec habituellement vous avez des contributeurs à des projets qui participent dans le cadre de projets urbains partenariaux, de PUP, à financer des dispositifs collectifs, se dire est-ce qu'on ne peut pas financiariser là aussi la tonne de carbone évitée dans ce PUP carbone. On a un projet à Bordeaux, l'Âge à l'air, qui nous permettent aussi de porter ces innovations-là. Donc les innovations, c'est les startups quand on est capable de les nourrir en termes de business pour passer à l'échelle, mais on peut aussi innover sur des montages peu financiers qui peuvent aider à résoudre partiellement la question. Donc un peu d'optimisme pour finir. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que maintenant, Vincent Beaufils a une surprise pour vous. Merci à tous d'avoir participé à ce débat très intéressant.